Allez, bonjour, bonsoir, chers auditeurs, quel que soit le lieu où vous nous écoutez, où vous nous entendez. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de votre podcast « Ton histoire compte ». Alors, je vous rappelle que notre objectif, c'est de donner le narratif de la communauté subsaharienne vivant aux États-Unis. Et nous avons le privilège d'avoir commencé ce podcast avec la communauté subsaharienne francophone. Alors, vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre podcast. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir un de nos confrères du nom de Lionel, qui est arrivé aux États-Unis depuis longtemps. Et il va nous partager son histoire et surtout mettre l'emphase sur son narratif de l'acquisition d'une première maison aux États-Unis. Alors, Lionel, bonsoir. Bonsoir, oui. Comment tu vas? Très bien, par la grâce de Dieu et toi? Là, je vais très bien. Alors, merci beaucoup de ton précieux temps. Je sais combien tu es occupé avec le travail, le business, surtout le business, l'Amérique et puis la famille. Et c'est vraiment un privilège de nous avoir donné ce temps pour vraiment nous donner ton narratif, ta version américaine de la vie subsaharienne aux États-Unis, n'est-ce pas? Oui. On se bat pour un peu retirer ce stéréotype de la version Hollywood des États-Unis. Alors, si c'est comme ça, alors qui est Lionel Moumeni? Comment, en quelques mots, si tu devais te présenter? Ok. Lionel Moumeni-Ngaleu. Ça fait bientôt, je suis arrivé aux États-Unis en décembre 2007. Décembre 2007 que je suis arrivé aux États-Unis. Je suis marié et père de 3 enfants. Wow, félicitations. Ouais. Oui, alors comment vous êtes arrivé, comment tu es arrivé aux États-Unis? Parce que je sais que pour ceux qui sont là, nos histoires sont toujours différentes. Et pour ceux qui sont en train de venir, ils aimeraient bien explorer une version diversifiée, n'est-ce pas? De comment est-ce qu'on est arrivé. J'ai eu des personnes qui sont venues retrouver leurs conjoints, d'autres qui sont venus pour des affaires, d'autres qui sont venus par la carte verte. Il y a tellement de... certains qui sont venus comme enfants avec leurs parents, oui. Bon, moi, je suis arrivé avec un visa étudiant. Oui. Je suis arrivé aux États-Unis comme étudiant. Mes parents, ma mère qui joue souvent à la carte verte, la green card, oui. Elle a gagné l'année où j'avais déjà 21 ans. Oh. Donc, du coup, je ne faisais pas partie du lot. Ils sont arrivés, mais bon, par la grâce de Dieu, j'ai appliqué pour une école, Bowie State University. J'ai eu l'admission là-bas et je suis arrivé ici la même année que le reste de la famille. Wow, ça c'est formidable. Ils sont venus ensemble, mais ils étaient là avec la carte verte et moi j'étais là avec un visa étudiant. Oui, est-ce que tu peux clarifier un peu le concept du parent qui a la carte verte et l'enfant peut venir avant 21 ans? Parce que ça peut être un aspect qui est un peu flou pour ceux qui nous écoutent. Oui, bon, je ne sais pas si les lois, les données ont changé, mais en 2007, quand je voyais un parent ne pouvait pas inclure son enfant de plus de 21 ans dans le dossier. Oui. L'enfant devait jouer séparément. Donc, moi étant l'aîné de la famille, ma mère, quand elle a joué avec le reste de mes cadets. Et bon, moi j'ai joué séparément. Je ne pouvais plus faire partie je ne pouvais plus être sous elle puisque j'étais déjà considéré majeur. Oui. À l'âge de 21 ans. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu peux clarifier un peu le fait de venir comme étudiant? On sait combien cher est l'éducation aux États-Unis. Comment a été la procédure et le processus pour pouvoir trouver une inscription ici? Quelles ont été les conditions? Et puis, comment ont été les débuts de l'intégration? Peut-être d'abord, comment l'école a été trouvée et quelles étaient les conditions? C'est ce que je veux dire en tant que chrétien, je veux dire que c'était la main de Dieu. N'est-ce pas? Pour l'école, c'est la main de Dieu pour l'école. Parce que la famille, ils sont arrivés ici au Maryland. Et bon, l'idée c'était que je rejoigne la famille. Donc on a trouvé quelle était l'école, l'université la plus proche. Oui. Ils habitaient à l'époque à Silver Spring. Bon, ce qu'on a trouvé qui était quand même pas très cher, c'était pour cette université. Oui. Et bon, elle est allée là-bas, elle a fait une inscription. Je rappelle qu'avant ça, j'étais en Angleterre. Donc, j'avais déjà un peu la maîtrise de la langue anglaise. Ah, d'accord. Pas complètement. Oui. C'est une très grosse barrière pour la communauté francophone qui vient en Amérique. Cette grande barrière. J'avais fait 4 ans en Angleterre. Donc, je pouvais quand même pas
fluent, mais je pouvais me débrouiller quand même. Oui, donc, oui. je suis arrivé à l'université directement avec, et j'avais l'équivalent un peu comme un BTS, un associate degree en Angleterre. Oui. Donc, j'ai pu faire convertir ça et commencer à l'université de Bowie où j'ai pu obtenir mon bachelor 2 ans et demi après. Oui. Parce que j'avais déjà certaines classes. Bon. Oui. Le coût, évidemment, c'est que le coût était cher. Pour le premier semestre, c'est que ma mère avait pu économiser, qu'on a payé. Le deuxième semestre, je me suis basé de certaines économies que j'avais à Londres. Oui. Et après, bon, on a dû juste s'endetter. Ma mère a dû s'endetter oui. À son lieu de service. Elle prenait, on coupait son salaire pendant des années, mais elle a pu prendre, on a payé. Bon, on a fini de payer ce prêt-là peut-être 3 ou 4 ans après mes études. Oui. On voit le sacrifice que les parents font pour préparer l'avenir de leurs enfants, quoi. Ici. Parce que beaucoup de gens arrivent sans les parents ici, sans quelqu'un qui peut... Parce qu'on parlait à l'époque, c'était $10,000 le semestre. Donc, trouver quelqu'un qui va accepter de prendre un prêt de $10,000 le semestre, si ce n'est pas ton parent direct, c'est impossible, quoi. Donc, c'est pour ça que je parle de la main de Dieu. Ah oui. Et puis surtout, un grand merci aux parents. Le jour où on aura l'occasion de lui dire un bonsoir à la maman. Parce qu'elle a préparé le chemin pour un géant là, dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier. Et tu as mentionné quelque part la conversion de tes diplômes. C'est quoi exactement? Parce que c'est un domaine assez flou. Si quelqu'un arrive en Amérique, comment il fait pour convertir? Je ne sais pas quel est le système. Je sais que ceux qui viennent généralement de l'Europe, parce que j'en ai eu un ou deux cas, venant de l'Europe, c'est très facile. Mais je sais que pour nous qui venons, bon, moi je suis venu directement de l'Afrique, c'est un peu plus compliqué d'avoir souvent la conversion de son diplôme dans le système américain. Oui, à l'époque, Bowie, il y avait 2 organisations qu'il proposait. Oui. Ils s'appelaient WES. WES. Ah oui, c'est ce que j'ai utilisé pour convertir ma licence en licence dans le système américain. Et il y avait un autre qu'on appelait ACRAO. Oui, j'ai jamais entendu parler. Donc, je pense que j'ai utilisé WES. Oui. C'était beaucoup plus facile. Et une fois de plus, comme mes diplômes venaient de l'Angleterre, dans notre pays qui parle déjà anglais, c'était facile de les joindre. C'est un peu plus difficile quand c'est pour joindre une école du côté de l'Afrique. Oui, surtout une école francophone parce qu'il faut faire traduire. Il faut une traduction certifiée qu'il faut joindre à ces diplômes. Même quand il y a déjà la traduction en anglais, parfois ils exigent qu'il y ait des équivalents en anglais, quoi. Exactement. Donc j'ai pas eu, c'était pas aussi difficile pour moi. Oui. Donc en donnant mes relevés des notes et tout ça, ils ont converti. C'était en tout cas, c'est facile. Et ils ont dit que ça correspond à telle classe. Donc du coup, bon, j'ai commencé à Information System parce que c'est avec ça. Information System allait me permettre de terminer ma licence en 2 ans. Oui. Donc, ça c'est formidable. C'est l'option que j'ai adoptée. Alors, aujourd'hui, on voudrait mettre un peu plus l'accent sur le volet acquisition de première maison. Je sais qu'on aura une autre occasion où tu vas nous parler de l'intégration de la vie estudiantine aux États-Unis. Comment est-ce que tu as fait à 21 ans, te retrouvant en Amérique? C'est vrai, tu as déjà fait l'étranger avec l'Angleterre, mais on aura l'occasion de revenir. C'est que on aimerait que nos auditeurs comprennent aujourd'hui, c'est la transition pour acquérir, c'est-à-dire sortant de l'école, ton premier travail et ta première maison, ton premier logement. Je voudrais rappeler aux auditeurs qu'aux États-Unis, les 3 piliers fondamentaux pour construire la richesse générationnelle, c'est l'éducation, l'immobilier et je pense le 3e, c'est l'entrepreneuriat. Donc, comment est-ce que tu as fait? Parce que tu es un exemple dans le domaine. Comment s'est passée la transition entre ton éducation, ton travail et puis ta première maison, le processus d'acquisition de la première maison? OK. Processus d'acquisition. On a commencé, un des trucs, c'était déjà évidemment sorti du statut étudiant. Oui. En étant étudiant, tu n'es pas considéré résident. Oui. Et en tant que non-résident, tu ne peux pas obtenir une maison. OK. Ça, c'est très bon à connaître. Il y a toujours des saufs. Sauf si, évidemment, la personne qui paye, si c'est un parent, j'ai des amis ici qui ont la maison à leur nom en tant qu'étudiant, mais le parent à l'étranger, a un apport personnel de 30-40%. C'est possible. Mais si tu veux acheter ta maison toi-même, sans l'aide d'un parent, il faut être résident. Ou avoir alors au moins 25 à 30% du prix de la maison. OK. Bon, donc pour moi, la première étape, c'était de sortir.
Donc, pour revenir un peu sur l'immigration, quand ma mère a pris la nationalité, on a donc fait ce qu'on appelle un regroupement familial. Oui. Donc, un regroupement familial où j'ai maintenant demandé à avoir la carte verte sous mes parents. Oh. La condition, c'était qu'il ne fallait pas que je sois marié. Ah, ok. Bon, il s'avère que l'année où on m'accordait cela, c'est l'année où je comptais me marier. Ça alors. Et bon, et mon épouse, d'origine du Cameroun comme s'il fallait choisir entre la carte verte et le mariage. Et le mariage. Et j'ai eu la grâce que mon épouse, d'origine camerounaise, était une Américaine. Américaine. Mais toi, tu es un homme béni alors. Tout semble s'être aligné pour toi là. D'où ce que j'ai dit au départ, il y a la main de Dieu. Donc, du coup, j'ai annulé le regroupement familial et je suis passé par mon épouse parce que je ne voulais pas repousser le mariage non plus. Effectivement, en fait, le choix, je suppose que tu avais trouvé la mine d'or. J'avais trouvé la femme du problème. Oui, tu avais trouvé ton autre moitié, pour ne pas dire mine d'or. Exactement. Donc, je suis passé par là. Donc, une fois que j'étais légal et que j'avais un permis de travail, le processus d'achat de maison, les gens pensent souvent que c'est sorcier, mais non. Une fois que tu as tes 2 à 3% d'apport personnel, tu commences la recherche de maison. En fait, tu veux dire 2 à 3% du prix total de la maison. Voilà, du prix de la maison. C'est ça qui est conseillé. Bon, un chiffre un peu pour avoir un peu les maths en tête. Un exemple, par exemple. Disons que quelqu'un voudrait avoir une maison prenons $100,000 pour un exemple, pour une toute petite. Oui. Oui, petite maison. Il y a un peu réaliste. Réaliste. C'est qu'on ne veut pas faire peur à certains auditeurs qui nous écoutent peut-être là. Si on commence avec $1 million, ils vont se dire là. Non. Un peu réaliste, une première maison, on parle environ de 350 000. Ok, oui. Si on parle environ de 350 000, 3%, on parle de 10 000 $ environ. Oui. Voilà. Donc, voilà le minimum requis. Et bon, je travaille déjà à plein temps, donc non, j'ai pu quand même économiser ces $10 000 et je me suis lancé dans le processus. Donc, tout ce que les banquiers vont te demander, c'est 3% du prix de la maison comme apport personnel. Oui. Et que tu aies une espérance au moins de 2 ans de travail. Oui. Ok, et c'est tout. Vraiment, c'est tout. Donc, 2 ans d'expérience de travail. Est-ce que c'est travail à temps partiel? Est-ce que c'est travail à temps plein? Est-ce qu'il y a un minimum de revenus, de salaire attendu lorsqu'on voudrait avoir la première maison? En fait, dans ton expérience à toi. Pour moi, à l'époque, j'avais juste 1 an à temps plein. Au moment d'acheter la maison, je n'avais pas encore 2 ans à temps plein. Mais ce qu'on regarde, c'est qu'au moment où tu achètes la maison, que tu as un boulot permanent à temps plein. Et évidemment, on veut se rassurer que ton salaire peut couvrir toutes tes charges, inclus ton paiement mensuel, inclus ton mortgage, comme on l'appelle communément ici. Oui. Ouais. L'hypothèque, quoi. L'hypothèque, quoi. Oui, parce que je me rappelle... Dans mon cas, c'était un peu différent. Mais je pense qu'il y avait cette question que les gens se posaient. Ah, mais tu viens d'arriver il y a à peine 3 ans, tout. Donc les gens se demandent, est-ce qu'il ne faut pas faire 10 ans? Est-ce qu'il ne faut pas faire 15 ans? Est-ce qu'il ne faut pas avoir un certain genre de travail qui tape à l'œil, des trucs comme ça? Mais là, tu es en train de dire qu'en fait, il faut avoir un revenu stable, avoir travaillé au moins 2 ans dans cette industrie ou dans ce travail-là, et leur salaire doit être capable de couvrir les charges de l'hypothèque mensuelle, quoi. Oui, et d'autres charges. Ils ont on pourra avoir toute une série peut-être sur l'immobilier. Oui, bien sûr. Autres, je suis un agent immobilier maintenant, donc j'ai un peu beaucoup plus de trucs que je connais là. Ah oui. Et donc, mais on regarde un peu plus que ça quand même. Mais le minimum, c'est que l'hypothèque puisse couvrir, que ton salaire puisse couvrir l'hypothèque et certaines autres charges. Oui. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur... parce qu'on peut juste dire, mais il est arrivé étudiant et puis pourquoi il achète... Alors, quelle est la différence entre quelqu'un qui est en location et une personne qui est propriétaire de maison aux États-Unis? D'après ton expérience, d'après ce que tu as observé, quels sont quelques avantages de faire cette transition-là, étant dans un pays comme les États-Unis? Un des avantages premiers, c'est que la maison prend de la valeur, en général. Il peut y avoir une crise immobilière ici ou là,
mais la maison prend de la valeur. Quand on regarde tout prend de la valeur. Quand on regarde, je dis souvent, à l'époque, nos parents achetaient peut-être un morceau de pain à 50 francs. Maintenant, un morceau de pain coûte peut-être 250. Parce que tout augmente. Les maisons la maison dans laquelle je suis maintenant, ça fait 7 ans déjà que nous sommes dans cette maison. Et elle a pris de la valeur. Oui, donc, et je voudrais te remercier aussi. Je voudrais juste aussi clarifier pour nos auditeurs que c'est toi qui es l'agent immobilier qui nous a aidé à acheter notre maison. Et tu te rappelles, on l'a pris en novembre 2019, mais j'étais ébahi de regarder les derniers chiffres. En fait, je me suis dit, mais c'est incroyable, ces mathématiques de l'immobilier, quoi. Comment la maison prend une valeur, c'est juste incroyable, quoi. Oui, et ça prend toujours de la valeur. Et parfois, les gens se plaignent que les taux d'intérêt sont élevés. Bon, quand tu payes le loyer, tu payes 100% de taux d'intérêt. Pardon. Parce que le locataire, le propriétaire, récupère tout l'argent. Oui. Pourtant, quand tu es dans ta maison, oui, c'est vrai, il y a certaines charges dont tu es responsable, évidemment. Mais à long terme, c'est un très grand avantage. Oui. Très grand avantage. D'ailleurs, avec la valeur de la maison que ça a pris, j'ai pu emprunter cette valeur ajoutée sur la maison pour pouvoir investir dans notre maison, dans l'immobilier. Wow. C'est-à-dire que tu as pris de la valeur ajoutée comme cash pour aller acheter une autre maison. Exactement. Oh là là, c'est-à-dire que tu vas donner l'envie aux gens de... tu vas donner l'appétit d'investir dans l'immobilier, là. Alors, il y a une autre question et je parlais l'autre jour avec un confrère du Cameroun il était très fier, il a construit sa maison au Cameroun et tout. Et quand nous sommes arrivés en Amérique, j'ai beaucoup entendu cette petite conversation. Est-ce qu'il est préférable d'être propriétaire immobilier d'abord aux États-Unis, c'est-à-dire avoir d'abord le chez-soi ici, ou bien d'abord construire 2, 3, 4 duplex au pays avant de dire, bon, ici c'est l'Amérique, peut-être ce n'est pas mon pays, ainsi de suite. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui est en train d'hésiter ou qui se dit, c'est une erreur d'acheter une maison d'abord en Amérique. Il faut d'abord construire quelque chose au pays, surtout quand on sait que la plupart du temps, pour ceux avec qui on parle, c'est généralement une sorte de façon de montrer à ceux de l'autre côté que non, ici, là, les choses vont très, très bien quand on a un petit palace au pays. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Bon, ça, c'est un truc vraiment personnel parce que chacun a ses objectifs. Chacun a ses objectifs. Je trouve qu'ici, c'est beaucoup plus facile parce que tu n'as pas besoin, comme je dit tout à l'heure, avec $10 000, tu peux t'acheter une maison. Oui. C'est impossible de se faire construire une maison dans quelques pays en Afrique avec $10 000. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Donc, chacun doit avoir ses objectifs. Et ici, il y a ce qu'on appelle les bons crédits et les mauvais crédits. Oui. Et pour avoir un crédit pour l'immobilier, moi, j'appelle ça un bon crédit. Parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec le crédit que j'ai pris pour ma maison, j'ai pu prendre un autre crédit pour acheter une autre maison qui me donne un peu plus d'argent. Donc, c'est les locataires qui payent cette maison-là. Je n'habite pas à l'intérieur. Ils payent et j'ai du bénéfice dessus. S'il fallait le faire en Afrique, au Cameroun, il fallait mobiliser probablement des millions de CFA sur place pour le terrain. Et en plus, sans compter petite escroquerie qu'on peut avoir. Ah oui. Donc, chacun a ses objectifs personnels. Oui. Pour ma part, je le fais ici. Quand j'aurai assez d'argent que je suis prêt pour aller, je peux aller, un terrain sur lequel je peux aller construire. Mais bon, je suis ici pour le moment. Oui. Et la famille est ici, les enfants sont ici. La famille est ici. On a de la famille là-bas. Quand on va en vacances, on va chez quelqu'un. Oui. Bon, vraiment, c'est personnel. Il y a des gens qui peuvent dire que, OK, je suis aux États-Unis pour 10, 15 ans et après je retourne m'installer au Cameroun. Oui, et tu soulèves un point important, c'est que nous ne sommes pas, en fait, nous n'avons pas tous le même statut aux États-Unis. Certains sont là avec des contrats de travail de 5 ans, 10 ans, donc ils ont mentalement la perception qu'à tout moment, ils pourraient rentrer, n'est-ce pas? Alors que certains qui sont venus avec la carte verte, qui sont même déjà résidents, citoyens américains, avec toute leur famille, ils ont plus la perspective de c'est notre nouveau chez nous ici. Et il faut s'intégrer dans le système économique, il faut préparer les générations futures, les enfants qui viennent après nous,
à avoir une certaine stabilité déjà préparée pour eux, quoi. Je voudrais juste clarifier cela pour ceux qui nous écoutent. Alors, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait être propriétaire immobilier aujourd'hui, qu'il vienne d'arriver aux États-Unis ou qu'il soit là depuis 5 ans ou 10 ans et qui n'est pas encore en possession de sa propre maison, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais de ne pas penser que c'est pour... que c'est pas sorcier d'avoir une maison. J'ai des clients, ça fait 2 ans et demi exactement qu'ils sont aux États-Unis. Ils ont acheté une maison il y a 2-3 mois. Oui. Okay? En 2 ans et demi. C'est-à-dire ils sont venus et ils étaient préparés à ce que ça se passe comme ça. Ils sont venus, il y a 1 an de cela, j'ai eu une consultation avec eux, je les ai préparés, ils sont restés dans leur appartement 1 an de plus et on a commencé à chercher la maison après. C'est impressionnant. Okay? Donc, ils n'ont pas, ça fait pas 5 ans qu'ils sont aux États-Unis. Et ils sont déjà propriétaires de maison. OK? Et donc, il y a juste des trucs qu'il faut se préparer. En plus du financier, il faut se rassurer d'avoir un bon crédit. Oui. Je pense que j'ai suivi d'autres podcasts avec d'autres personnes qui parlaient de comment garder son crédit, un bon crédit. Ça compte beaucoup. Énormément. Ça compte beaucoup. Donc, c'est vraiment pas, c'est pas sorcier. Je me dis toujours beaucoup, les gens qui arrivent ici ne font pas certaines choses par manque d'informations. C'est la raison pour laquelle je participe à ce podcast et j'apprécie de suivre l'histoire des gens parce il suffit juste d'être informé. Oui. Et les gens vont vous donner juste les informations qu'ils connaissent. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont choisir de cacher ces informations, mais je conseille toujours aux gens de prendre autant d'informations qu'ils veulent à tout le monde. Et maintenant de faire une synthèse de ces informations et de décider ce qu'ils vont faire. Oui. Quelqu'un qui n'a jamais acheté de maison ne va pas vous parler d'achat de maison. Parce qu'ils ne savent pas. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas que vous achetez, c'est parce qu'ils ne savent pas. Donc, c'est le conseil que je donne toujours aux gens, c'est de prendre les informations. Quand tu viens d'arriver, n'importe qui que tu rencontres, prends les informations, écoute son expérience. Et tu fais une synthèse de tout le monde et tu décides ce que tu veux faire. Donc, faut pas... Pour ce qui concerne l'immobilier, c'est pas du tout ça aussi. C'est pas... Oui. Alors, et puis, juste dans les conseils qu'il y a à donner, est-ce qu'il y a une astuce, par exemple, le choix de la meilleure banque, le choix du meilleur agent immobilier ou le choix de la location? Quel conseil donnerais-tu, par exemple, par rapport à ces points qui sont très, très importants quand les gens achètent les maisons? Par exemple, il y a le système de ce qu'on appelle le zip code. On entend beaucoup parler que nous, on n'achète pas une maison dans tel quartier parce que là-bas, c'est moins sécure. Les écoles sont notées très bas et puis il y a des risques de délinquance juvénile. Par contre, dans tel autre endroit, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Une fois de plus, ça c'est aussi un truc qui est un peu subjectif. Ça dépend de tout un chacun. Oui. Mon degré de tolérance de crime peut ne pas être le tien. Oui. OK? Oui, je peux ne pas avoir... Je me dis que, OK, mes enfants vont aller à l'école privée, donc je ne regarde pas comment sont les écoles dans ces quartiers. Ou bien mes enfants seront, comme on appelle communément, enfants de barrière, donc je m'en fous un peu de combien de gens il y a dans le quartier. Donc, ça, c'est vraiment... ça dépend de tout un chacun, mais ça fait partie des trucs. Quand je rencontre quelqu'un qui va acheter la maison, on en parle, on discute, je lui montre sur les sites où il peut regarder les écoles, où il peut regarder les crimes, et en fonction de là où il travaille, quel genre de travail il fait. Et donc, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, quoi, avec le choix de la maison. Moi, par exemple, avec ma famille qui est ici, un des critères que ma femme et moi on avait, c'est de ne pas être loin de la famille. De telle sorte que si on veut faire une course, on peut aller déposer l'enfant ici, on peut aller déposer l'enfant chez ma soeur, chez sa soeur, chez son frère, ainsi de suite. Donc, il y a ça, c'est vraiment ça. On ne regardait pas peut-être le crime. On regarde qu'est-ce qui est proche des grands-mères des enfants. Oui, par exemple. Parce qu'on a soulevé ça dans un autre podcast, la difficulté à avoir un système social, un système de support pour s'occuper des enfants est très important. Donc, et par rapport aux banques, est-ce qu'il y a une stratégie, une technique pour être... bien, est-ce qu'il y a des types de banques qui sont recommandées, par exemple, auprès desquelles on peut facilement avoir une hypothèque pour une maison? Les banques, en général, où on peut avoir l'hypothèque plus facilement, ne sont pas les banques connues. C'est pour ça que je recommande que je travaille avec un agent immobilier qui s'y connaît et qui pourra proposer des banques. Et en général, quand tu as un bon crédit, ce sont les banques qui vont te discuter. C'est pas à toi de chercher les banques. Une fois que tu as un très bon crédit, tu
ton salaire qui est là, mais les banques vont chercher, on dit que est-ce que tu veux pas venir ici, je vais te donner un meilleur taux d'intérêt. Et une autre banque va venir et dire non, je vais te donner un meilleur taux d'intérêt. Donc, je pense qu'il faut se focaliser plutôt sur l'économie et le crédit. Pour la banque, il y a vraiment plusieurs banques et un agent immobilier pourrait bien vous diriger vers une banque qui va vous faire vos affaires, quoi. Donc, pour résumer, c'est que ce n'est pas magique d'être propriétaire de maison aux États-Unis. Il faut avoir un emploi à temps plein pendant 2 ans consécutifs. Il faut se préparer financièrement par rapport à ses objectifs financiers et avoir du cash flow déposé là, 2 à 3% de la valeur de la maison, en plus des autres frais qui s'ajouteraient sur la maison. Et pendant ces 2 années, il faut bâtir son crédit, c'est-à-dire le système de crédibilité dans le système américain qui montre que vous êtes un bon emprunteur qui rembourse toujours à temps. On aura l'occasion de revenir dessus parce que c'est un système absolument étranger pour beaucoup qui viennent directement de l'Afrique. En fait, certains voient cela comme une dette qui est comme un piège pour les bloquer dans un système financier et les amener à payer de l'argent hors de leur poche. Mais quand c'est très bien compris, avec les systèmes de taux d'intérêt et autres, on comprend que c'est du gagnant-gagnant, n'est-ce pas? On a besoin de l'argent de la banque. La banque a besoin des taux d'intérêt pour se faire de l'argent et nous avons besoin de cet argent pour acquérir de l'immobilier. Merci beaucoup, Lionel. On peut parler comme ça indéfiniment. Ça aurait tellement été super. Alors, si on peut dire, quels sont tes plus beaux moments d'étudiant aux États-Unis pour chuter et quel est l'un des moments qui a été les plus difficiles, juste comme ça pour que nos auditeurs voient un peu comment ça a été. Le plus beau moment, c'est évidemment finir avec l'école. Hein. Finir avec l'école, la graduation, parce que bon, moi j'ai beaucoup plus un business mindset, donc aller à l'école, c'était quand même c'était juste pour avoir une base, au cas où le business ne marche pas, au cas où il y a la base. Donc ça, c'était le plus beau moment, c'était de finir l'école. Oui. Moment difficile, c'était le coût. Parce qu'il fallait payer, je voyais, c'était pas facile d'être ici avec un visa étudiant. Oui, 10 000 $, par semestre. Semestre, oui, c'était pas. Et ça, c'est juste pour la scolarité. On ne parle pas des livres, du transport. Oui. Donc, le coût était difficile parce que je n'avais pas le droit de travailler hors du campus. Ça a été coûteux. Mais bon. Comme tu l'as dit, avec la grâce de Dieu, te voilà aujourd'hui, marié, père de 3 enfants, propriétaire d'une maison principale et de 1 ou 2 autres maisons qui génèrent. et tu es même coach dans l'immobilier et tu travailles et là, c'est impressionnant, quoi. Vraiment, c'est ce style de narratif de notre vécu ici qu'on aimerait que nos frères écoutent et que ceux qui sont là aussi se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. On a tous traversé ces moments d'intégration, ces mêmes réalités, mais parfois on n'a pas juste l'écoute de l'histoire de l'autre pour nous encourager. Merci beaucoup. Je pense qu'on se reverra encore dans un autre podcast pour parler en détail. Avec plaisir. Oui. Pour parler en détail de système. Tu as parlé par exemple d'acquisition d'une deuxième maison. Je pense que ce serait important de parler à nos auditeurs qui sont déjà propriétaires de première maison et qui se demandent mais comment faire pour avoir un cash flow passif à partir d'une deuxième maison. Ce serait vraiment intéressant. Oui, avec plaisir. Ok, très bonne soirée à toi et à la prochaine. Ok, à la prochaine, merci. Ok. Alors, pour nos auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Cela a été un peu long, mais parce qu'il fallait donner des détails sur le cas de l'acquisition d'une maison. Nous vous invitons, vous qui nous écoutez, à nous contacter si vous voulez partager votre histoire, de votre narratif, votre vécu aux États-Unis, ou alors envoyer vers nous des personnes qui aimeraient donner leur version, leur narratif de leur intégration aux États-Unis sur n'importe quel thème dont vous pensez que cela peut servir de support, de force motivationnelle pour informer, éduquer et aider les personnes à réussir aux États-Unis. Ciao et à la prochaine.